Bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau webinaire. Alors, premièrement, je voudrais faire un test de son et aussi de vidéo. Si vous pouvez nous dire me confirmer que vous m'entendez bien. Et puis aussi, j'en profite pour attendre un petit peu que tout le monde se connecte. C'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de succès, encore une fois, avec ces webinaires en collaboration avec Fertiline. Il y a eu beaucoup d'inscrits et je vous remercie pour votre intérêt. Je vois qu'on nous dit que tout va bien. Oui, on m'entend parfaitement. Très bien. Alors, je vais attendre encore quelques minutes histoire que tout le monde puisse participer. Je vois qu'il y a quand même déjà 20 participants. Et, euh, et voilà, je suis en compagnie de Virginie et d'Adva. Merci d'être là avec nous. Bonjour à tous, merci à vous. Bonjour à tous. Alors ensuite, on fera les présentations. Donc, je vais commencer par partager notre petite présentation parce qu'on va faire chacun une petite présentation avant de passer aux questions-réponses. Donc, je vous rappelle que pour pouvoir poser vos questions, vous devez cliquer sur l'icône questions et réponses et vous poserez toutes les questions et à la fin de la présentation, on passera voilà, la partie la plus intéressante aussi qui serait de répondre à toutes vos questions. Alors, on va partager la première diapo. Donc, voilà, je passe à la suivante. Donc, j'aimerais commencer par vous rappeler voilà, le thème d'aujourd'hui, de ce soir, c'est être acteur de sa PMA, c'est-à-dire de son traitement de procréation médicalement assistée. Ce sera un premier webinaire inscrit dans une série. On fera plusieurs webinaires en collaboration avec Fertiline. On vous rappellera ensuite voilà, les différents types de webinaires qu'on fera par la suite. Et aujourd'hui, en fait, c'est une vue d'ensemble sur comment participer activement à la réussite de son traitement. Alors, il y aura une partie plus médicale que je présenterai et une autre partie qui va traiter de tout ce qui pourra améliorer et apporter au niveau individuel et que vont présenter Adva et Virginie. Alors, donc, je vais présenter notre groupe de clinique. Alors, c'est le groupe IVF Life qui est né de la fusion de 3 cliniques en Espagne. Nous sommes spécialisés en procréation médicalement assistée depuis plus de 10 ans maintenant. Et voilà, nous suivons de nombreux patients qui viennent de l'étranger, surtout de France. C'est pour ça qu'on s'adresse en français aussi. On a des médecins internationaux. Et on a différentes des cliniques au niveau de toute l'Espagne, c'est-à-dire une à Alicante, une à Saint-Sébastien et une autre à Madrid. Alors moi, je suis le docteur Zineb Meski. Je suis spécialiste en procréation médicalement assistée et en génétique et je me trouve à la clinique de Madrid. Pour m'accompagner aujourd'hui, donc j'ai déjà fait un petit peu les présentations, mais voilà, c'est avec plaisir que nous recevons Adva Grundmann et Virginie Terrier de Fertiline. Merci d'être avec nous encore une fois. Et je vous laisserai le soin de vous présenter après, de bien nous expliquer voilà, en quoi consiste Fertiline. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ce webinaire? C'est vrai que nous, en tant que clinique de fertilité, on reçoit énormément de patientes qui se sentent complètement perdues en quelque sorte, qui ont parfois fait plusieurs traitements au préalable et qui finalement ne savent pas où elles vont ou ne comprennent pas les raisons d'avoir indiqué tel ou tel protocole.
elles ont souvent la sensation de subir le traitement au lieu de le comprendre et d'y participer. Le traitement est souvent vu comme une contrainte, alors qu'il doit être vu comme un espoir pour les aider à trouver une solution à leurs problèmes de fertilité. Alors, ce qu'on veut au travers de ce webinaire, c'est vraiment aider les patientes à mieux gérer la période de traitement, mieux le comprendre et arriver sereinement jusqu'au test de grossesse. Et bien sûr, il y a un protocole médical. C'est là notre rôle, en fait, c'est de vraiment indiquer les meilleurs protocoles médicaux, mais la patiente aussi a des moyens de participer et de se sentir actrice de son traitement. Et voilà, on aimerait aujourd'hui donner les outils pour y arriver. Cela passe par une meilleure compréhension des traitements, mais aussi une préparation individuelle de chaque patiente. Alors, comment impliquer le patient dans son traitement? Alors déjà, il faut comprendre et mieux gérer. Ça, c'est l'idée en fait principale. Alors, pour nous, chez IVF Spain, c'est vraiment très important de donner le plus d'explications possible à nos patients. C'est pour ça qu'on va prendre le temps et que nos consultations ont une durée parfois qui peut atteindre jusqu'à 2 heures pour que les patientes en ressortent sans aucun doute. C'est-à-dire que quand elles partent, elles doivent vraiment être, elles ne doivent avoir aucun doute sur ce qu'on leur a expliqué. C'est important déjà pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans la prise du traitement, dans toutes les indications qu'on va leur donner. Et ça pourrait vraiment porter préjudice au résultat. Mais aussi, c'est important au niveau psychologique, c'est-à-dire que le patient doit être mis en confiance. Il faut qu'il sache à quoi sert chaque médicament ou chaque protocole qu'on va leur indiquer. Par exemple, pourquoi est-ce que la patiente doit prendre la pilule avant de commencer le traitement, ou à quoi sert l'injection du décapeptile ou le Provamès, par exemple. Je donne un petit peu ces exemples-là parce que je suis sûre que parmi nos participants, il doit y avoir des personnes qui sont déjà passées par des traitements et qui sont familiarisées avec ce type de médicaments. Donc, on doit vraiment bien leur expliquer que chaque médicament a son indication. Et aussi les examens complémentaires qu'on va indiquer et les interventions si on en indique. D'accord? Alors, si déjà le patient comprend son protocole, ce sera beaucoup plus facile pour lui de vivre cette période. Comme je vous le disais, on reçoit beaucoup de patientes complètement perdues après plusieurs traitements. Donc, elles se tournent vers nous pour un suivi beaucoup plus personnalisé et des explications de la part de notre équipe qui vont être très importantes pour le déroulement du traitement. Alors, une incompréhension va amener du stress, une sensation de frustration ou même une méfiance à l'égard du médecin ou de toute l'équipe médicale. Et tout cela va influencer de manière négative le résultat. Donc, il faut aussi aboutir à un bon diagnostic pour aider à la compréhension, d'où l'importance de porter un bon diagnostic. On a aussi énormément de patientes qui viennent en premier rendez-vous sans avoir de vrai diagnostic. Elles sont déjà passées par plusieurs traitements, mais au final, on ne leur a jamais vraiment expliqué leurs problèmes de fertilité, d'où l'importance de poser des bases lors de la première consultation et arriver à cibler les causes de l'infertilité. Et voilà, il faut faire vraiment du cas par cas. Chaque cas est traité comme un cas unique et il est important d'individualiser chaque protocole. Et les patientes ont besoin de réponses et lorsqu'on leur apporte ces réponses, elles vont se sentir soulagées. Bien sûr, on ne peut pas toujours apporter une réponse à tout car la médecine, c'est quand même un petit peu limité. Hein. La science, finalement, la médecine, ce n'est pas une science exacte, mais bon, on essaie vraiment voilà, de bien faire une bonne investigation, une bonne recherche de la cause et voilà, d'indiquer les bons examens complémentaires. Donc voilà, l'étape préalable d'examen est une étape clé aussi.
C'est pour ça qu'il est important de prendre le temps de bien cerner le profil du patient et de réaliser tous les examens nécessaires avant de commencer un traitement. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer un traitement et ensuite, voilà, on verra et si ça ne marche pas, on va élargir un petit peu l'étude, les examens. Non, on va vraiment essayer de ne rien laisser passer. Donc, chez IVF Spain, on fait une étude complète du couple, même si on sait que les examens parfois peuvent paraître contraignants. On insiste beaucoup pour que les patients puissent faire tous les examens et tous les tests nécessaires. Il faut se dire que c'est vraiment pour le bon déroulement de votre traitement et pour ne pas passer, comme je le disais, pour ne pas passer à côté de quelque chose qu'on aurait pu déceler dès le départ. Donc voilà, c'est vraiment la clé d'aider le patient à comprendre son traitement. Alors, quels sont voilà, les outils qu'on va utiliser? Alors déjà, des examens diagnostiques. Comme je le disais, on fait un examen de base qui va, parce que en fait, on s'intéresse à la santé générale de la patiente. On verra la patiente dans sa totalité. On ne va pas vraiment se limiter seulement à la fertilité, car il y a beaucoup de problèmes de santé qui vont influencer aussi la fertilité. Et il y a aussi beaucoup de problèmes de fertilité qui vont influencer, qui vont avoir une influence sur la santé en général. Donc, c'est vraiment une patiente, il faut l'avoir dans sa totalité. On peut détecter par exemple une carence en fer, en vitamines, un cholestérol élevé. Tout ça, c'est vraiment important de le voir aussi. Donc, on va demander un examen de base. C'est très important. La coagulation, voir s'il n'y a pas d'anémie, tout ça, ça fait partie quand même de l'étude qu'on va indiquer dès le départ. Et tout ça, ça peut nuire au traitement et ensuite à la grossesse aussi. Donc, il faut vraiment se dire que c'est la santé d'abord. Avant d'entamer un traitement, quel que soit le traitement, il faut vraiment que la patiente soit en très bonne santé. Alors, au niveau médical, on va détecter ces problèmes et essayer de les corriger. Virginie nous expliquera ensuite comment améliorer aussi ces aspects, car c'est vraiment très lié. Elles vont se soucier aussi de la santé en général. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait au final ce webinaire en collaboration, parce que tout est lié en fait. Alors, il existe de nombreux examens. Et c'est vraiment aux médecins d'orienter et d'indiquer selon chaque cas s'ils sont tous nécessaires ou si on va faire seulement une partie des examens. Il faut bien comprendre que ce sont des outils pour arriver à un meilleur diagnostic et qu'aucun examen ne sera indiqué sans raison. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les différents types d'examens pour bien les comprendre aussi. Et voilà, comprendre ce qu'il est possible de faire à l'heure actuelle. Alors, on a les tests de réceptivité endométriale, les tests génétiques, l'étude immunologique, des études de thrombophilie. Alors, tout ça, c'est vraiment des études complémentaires, à part voilà, l'étude de base, les examens de base et les examens spécifiques de la fertilité, tels que la réserve ovarienne. On propose aussi ces différents types de tests. Alors, le test de réceptivité, ce sera un test qui va nous permettre de déterminer la fenêtre d'implantation. C'est vrai que dans 90% des femmes vont avoir une fenêtre d'implantation plus ou moins dans le même rang. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un faible pourcentage de patientes qui vont avoir cette fenêtre déplacée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fenêtre? C'est la période idéale pour faire un transfert embryonnaire et pour que cet embryon puisse s'implanter. Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de l'épaisseur de l'endomètre, de l'aspect de cet endomètre et aussi de la progestérone.
Donc, c'est une petite biopsie de l'endomètre qu'on va faire. On va simuler un transfert embryonnaire en donnant un traitement aussi pour pouvoir préparer l'endomètre. Et ensuite, on va, à l'aide de cette biopsie, pouvoir faire une étude génétique pour voir si les récepteurs sont activés et si le jour où on a fait la biopsie, c'est le jour idéal pour faire le transfert embryonnaire. Si la fenêtre est déplacée, il va falloir donc corriger cela et donc adapter le traitement. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment individualisé. Même si le taux le pourcentage de patientes qui ont cette fenêtre d'implantation déplacée, on fait quand même ce test car c'est vraiment important de faire du cas par cas. D'accord? Alors, les tests génétiques, il y a plusieurs types de tests génétiques. Il y a surtout le PGTA, c'est-à-dire le diagnostic génétique préimplantatoire. Et bien sûr, il va falloir trouver une bonne indication. Toutes les femmes n'ont pas besoin de faire ce test génétique. Il va falloir voir les antécédents personnels, faire une bonne histoire clinique du patient, s'ils ont des maladies génétiques dans la famille, et bien sûr, voir aussi tous les bilans sanguins. Si on a un doute sur une possibilité que le problème de fertilité soit d'origine génétique, on va bien sûr indiquer tous ces tests génétiques. Il y a le PGTA, comme je vous l'ai dit, c'est surtout pour voir les aneuploïdies, c'est-à-dire les problèmes de chromosomes, lorsque les deux gamètes, c'est-à-dire l'ovule et le spermatozoïde, se rencontrent. Cette fusion des deux matériels génétiques peut parfois aboutir à des altérations, des problèmes de réorganisation des chromosomes. Donc, c'est là que le PGTA intervient et est très important. Et plus l'âge augmente, plus ces problèmes de réorganisation chromosomique augmentent aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment aussi faire du cas par cas. Toutes les femmes ne vont pas avoir besoin de ce test génétique. Il y a aussi les tests génétiques de compatibilité, c'est-à-dire de faire un test pour voir si les patients sont porteurs de mutations génétiques. Ce serait dans le cadre des maladies génétiques récessives, c'est-à-dire qu'on peut être porteur de la maladie sans avoir la maladie, sans souffrir de la maladie. Donc ça, c'est important parce que parfois, si les deux parents coïncident et sont porteurs de la même maladie, par exemple la mucoviscidose, alors il y aurait un risque que l'enfant souffre de la maladie. D'accord? Ensuite, il y a l'étude immunologique. C'est tout ce qui va être anticorps, une inflammation chronique, des maladies auto-immunes aussi. C'est important parce qu'au final, parfois, l'embryon va être détecté par le corps d'une femme qui a déjà un système immunitaire altéré. Cet embryon va être rejeté par le corps de la femme. Ensuite, on a l'étude de thrombophilie. C'est l'étude détaillée de la coagulation. Alors, on fait toujours une coagulation dans l'examen de base, mais c'est une coagulation basique. Là, on va faire une étude beaucoup plus poussée pour voir s'il n'y a pas des problèmes de coagulation au niveau des capillaires sanguins, c'est-à-dire les vaisseaux les plus fins, surtout ceux qui vont arriver jusqu'à l'utérus et normalement, ce sont les vaisseaux qui alimentent l'embryon. Donc, c'est important de voir tous ces tests avant de faire un traitement et surtout de bien aboutir à un diagnostic. Ensuite, nous parlerons aussi des techniques complémentaires. Alors ça, c'est lorsqu'on commence un traitement. C'est un petit peu la même chose. Alors, on ne va pas indiquer toutes ces techniques à tout le monde. On va surtout les recommander si on voit qu'il y a une raison médicale et qu'on pense qu'il y aura une vraie amélioration des chances de réussite. Alors, je parle de techniques complémentaires, c'est par exemple la sélection des spermatozoïdes. Parfois, le sperme a une qualité un petit peu moins bonne et donc on est obligé de mieux sélectionner dans une FIV, c'est-à-dire une fécondation in vitro avec ICSI, c'est-à-dire qu'on va injecter le spermatozoïde au sein de l'ovule par micro-injection. Il y a déjà une sélection,
mais parfois ce n'est pas suffisant. Si le sperme est vraiment altéré, il va falloir utiliser une autre méthode additionnelle pour mieux sélectionner les spermatozoïdes. On parle aussi du time-lapse ou embryoscope. Alors, c'est un incubateur où vont être placés les embryons depuis le jour de la ponction jusqu'au jour du transfert. Alors ici, nous faisons les transferts à J5 au stade de blastocyste. Et voilà, donc on va les mettre dans cet incubateur qui va être un incubateur de dernière génération, c'est-à-dire qu'il va vraiment simuler toutes les conditions d'un utérus. C'est comme si c'était un utérus artificiel. Alors, il y a une meilleure pression des gaz, oxygène, il y a une meilleure isolation, pas de lumière. C'est vraiment toutes les conditions idéales pour que les embryons se sentent comme dans un utérus. Et voilà, il y a donc plusieurs techniques complémentaires et il va falloir choisir ces techniques. Le médecin doit vraiment indiquer, mais surtout les patients doivent comprendre les recommandations et suivre les indications du médecin. D'accord? C'est ça en fait l'idée, c'est de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on va vous indiquer tel examen ou telle technique. Alors, nous passons à cette diapositive. Donc, c'est faire confiance à son médecin. J'aime bien cette diapositive, mais ce serait surtout, en fait, l'idée, c'est voilà, de bien faire passer un message. Mon conseil pour votre traitement, c'est de choisir un médecin avec lequel vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir en confiance. Un médecin qui va être à l'écoute et surtout qui va prendre le temps de répondre à toutes vos questions en vous donnant toutes les explications nécessaires. D'accord? Donc, c'est vraiment important psychologiquement que les patients se sentent accompagnés et convaincus par les recommandations du traitement. Donc, si le patient commence à mettre en doute tout ce que le médecin lui dit, alors ça ne va pas. Déjà, il y aura un manque de confiance, peut-être voilà, qui va influencer les résultats. Il faut bien sûr éviter les comparaisons. On sait bien qu'il existe énormément de plateformes, de réseaux sociaux, et on sait bien que les patientes parlent entre elles et échangent leur expérience. C'est très bien, mais il faut aussi, c'est très bien pour avoir un soutien, parler avec d'autres femmes qui sont passées par là. Mais c'est vrai qu'au niveau médical, je ne conseille pas de comparer les protocoles parce que, comme je le disais, chaque patiente est différente, chaque corps est différent. Il faut vraiment individualiser et faire du cas par cas, encore une fois. Il y a des patientes qui viennent et qui me demandent pourquoi. Alors, j'ai lu sur un forum pourquoi est-ce que cette patiente, on lui a mis une injection de décapétile, on lui a indiqué une hystéroscopie. Alors, ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, essayer de ne pas comparer les protocoles. C'est bien pour voilà, échanger les expériences, parler. C'est pour ça que moi, je vous demande de bien faire attention à ce que vous lisez sur Internet et nous conseillons toujours de vous tourner vers des associations ou des coachs spécialisés en PMA, comme c'est le cas d'ailleurs d'Adva, qui nous en reparlera par la suite. Alors, autre erreur à ne pas faire, c'est faire son propre diagnostic. Donc, après plusieurs traitements, c'est vrai que les patientes commencent à connaître un petit peu les protocoles, elles commencent à se familiariser même avec le jargon de la médecine et de la fertilité. Et parfois, elles peuvent même penser pouvoir interpréter certains résultats ou même s'auto-indiquer des protocoles ou s'auto-médicaliser. Donc ça, c'est une erreur à ne pas faire. C'est tout à fait compréhensible, hein. C'est une patiente qui n'a jamais vraiment reçu de réponse et qui a enchaîné les échecs. Donc, c'est une manière pour elle de trouver ses réponses par elle-même. Donc, c'est vrai que je comprends, mais c'est là notre rôle. Voilà, il va falloir nous laisser prendre ça en main et on va essayer de donner les réponses attendues. Comme je vous disais, même s'il n'y a pas toujours une réponse exacte, mais nous mettons tout en œuvre pour y arriver. D'accord? Donc, en conclusion, il faut vraiment faire le bon choix de la clinique et du médecin et être convaincu d'être suivi par un professionnel adéquat. Alors, pour ce qui est des recommandations, premièrement, nous, en tant que médecins spécialisés en PMA,
on vous donnera nos instructions pour chaque étape du traitement. C'est vrai qu'on ne rentre pas trop dans les détails de la nutrition, de l'hygiène de vie, et c'est là que des professionnels tels que Virginie vont intervenir. IVF Life, c'est le groupe de nos cliniques, s'intéresse de plus en plus à ces nouveaux points de vue et voilà, et nous, on doit s'adapter aussi à nos recommandations suivant les nouvelles avancées scientifiques. Par exemple, avant, il y a 15 ans, personne n'utilisait la DHEA et maintenant, on commence à l'indiquer. Il y a aussi les recommandations pendant et après le traitement. Au niveau des recommandations pendant le traitement, nous indiquerons toujours de garder une vie saine, d'éviter le stress, éviter le tabac, l'alcool, en ayant une bonne alimentation. Le sommeil est aussi très important. Donc ça, je laisserai ça à nos deux collègues pour en parler. Mais il faut surtout essayer de ne pas trop se focaliser sur les traitements, de faire des activités, de sortir, de ne pas tout centrer sur la PMA. Et voilà, donc ça c'est pendant le traitement et après le traitement, c'est-à-dire après le transfert embryonnaire, on vous donnera aussi nos instructions pour éviter par exemple le stress, la fatigue, l'effort physique, éviter les baignades, les piscines, les jacuzzis, etc. Éviter les changements de température, boire beaucoup d'eau pour la circulation, manger sainement. Donc vraiment, on a nos indications aussi et elles vont être complémentaires avec celles de Virginie et d'Alba. On a vu aussi récemment que le repos absolu n'était pas nécessaire et surtout après un transfert, vous pouvez voyager en voiture, en avion, il n'y a vraiment aucune contre-indication. C'est vraiment la période la plus délicate va être entre le 6e et le 8e jour de vie de l'embryon, c'est-à-dire 2 jours après le transfert. Sinon, on fait les transferts toujours à J5. Et c'est la période d'implantation. Donc, il faudra faire un petit peu plus attention à ce moment-là. Après, nous offrons aussi des possibilités de suivi psychologique ou de thérapie alternative. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui en ont besoin. Nous offrons voilà, un suivi psychologique, des thérapies alternatives telles que l'acupuncture, par exemple. Et tout ce qui va, en fait, l'idée, c'est que tout ce qui va vous faire du bien à l'esprit va aussi vous faire du bien à votre corps. Mais bien sûr, il ne faut pas nuire au traitement et donc c'est vraiment ça l'idée, c'est tout ce qui va apporter quelque chose sans nuire au traitement va toujours être bénéfique. Nous sommes ouverts à ça depuis longtemps et tant que ça n'intervient pas de manière négative sur le traitement, il n'y a vraiment aucun problème. Donc voilà, il faut vraiment tout mettre en œuvre pour bien se sentir lors du traitement. Voilà, alors je passe la main à mes deux compagnes aujourd'hui. Adva, c'est à toi. Oui, alors est-ce que l'écran est partagé par moi ou Non, je vais me retirer, je vais départager mon écran, comme ça tu pourras faire passer les diapositives. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Alors, bonjour à tous. Alors, donc nous, on va compléter un petit peu ce que le docteur Meskin a dit. Alors, je vais d'abord nous présenter. Alors déjà, moi, donc, je m'appelle Adva Grundmann. Je suis consultante en fertilité et PMA. C'est une activité que j'ai développée il y a 5 ans environ suite à mon propre parcours. Et j'accompagne donc des couples ou des femmes dans leur parcours de PMA en Suisse ou à l'étranger, parce que j'habite en Suisse. Et je les aide justement à comprendre le parcours, les alternatives, aussi souvent de choisir la clinique. Et je me suis associée à plusieurs cliniques que je trouvais de très bonne qualité, comme IVF, chez qui mes clients vont également. J'ai travaillé par le passé dans l'horlogerie et j'ai 2 enfants, dont un que j'ai eu grâce à un parcours de PMA. Je vais présenter Virginie, ou tu veux te présenter? Qu'est-ce que tu préfères? Je te laisse faire, je présente. D'accord. Donc, j'ai rencontré Virginie dans l'idée que je souhaitais apporter justement à ces parcours de PMA encore un accompagnement en plus. Parce qu'on a beau être dans de très très bonnes cliniques comme IVF ou d'autres cliniques, mais c'est vrai qu'on sait maintenant qu'il y a certaines choses qu'on peut faire pour se donner les meilleures chances, justement le fait d'être acteur de sa PMA. Et ces meilleures chances passent notamment par la nutrition et la micronutrition. On va parler aussi d'autres choses après aussi,
Mais disons que c'est un petit peu les bases. Et puis donc Virginie est nutritionniste et micronutritionniste. Elle travaille depuis 15 ans maintenant dans ce métier et elle dirige le plus grand centre de Suisse de ce secteur. Elle prend en charge au quotidien des patients, beaucoup de patients d'ailleurs qui sont en infertilité. Et c'est ce qui lui a donné envie de s'associer avec moi pour créer Fertiline afin d'aider de plus en plus de patients et les aider vraiment avec des méthodes très structurées. On va vous parler plus tard de ça. Et puis évidemment, comme tout, Virginie fait tout avec une approche nutritionnelle et micronutritionnelle. Elle a eu ses 2 enfants avec une approche périconceptionnelle. Et elle vous expliquera pourquoi. Alors bonsoir à tous, je vais prendre du coup la relève pour vous présenter un petit peu notre vision de l'accompagnement de la PMA. Ce soir, ce dont on voulait vous parler, c'est justement comment vous pouvez devenir acteur de votre réussite, comment vous pouvez aussi, vous, de votre côté, prendre les rênes avec ce que vous faites dans votre quotidien. Et pour nous, c'était un sujet important parce que on a déjà énormément de personnes, peut-être certaines personnes d'entre vous, qui nous posent la question, soit de façon publique, soit de façon privée aussi sur nos réseaux, voilà, qui nous interrogent, qui nous disent « mais j'ai mon protocole de FIV qui va commencer dans 1 semaine, qu'est-ce que je dois faire pour que ce protocole réussisse ?» Et alors en fait, nous on ne fait pas de miracle évidemment, on est là pour vraiment donner un cadre, une hygiène de vie et des conseils sur le mode de vie qui peuvent influencer. Et ces conseils, il nous semblait intéressant de vous les donner un petit peu en bloc, comme ça, dans une conférence, parce que l'objectif, c'était vraiment de vous apporter le meilleur des choses et surtout des choses qui soient un petit peu générales aujourd'hui et qui sont simples aussi à mettre en place. Alors, ah oui, c'est là que je l'ai fait. Tac. Donc, en fait, pour ceux qui me connaissent un petit peu, moi, j'aime beaucoup parler aux gens. Là, c'est bizarre, toujours ces conférences, parce qu'on n'est pas vraiment en interaction. Mais j'aime beaucoup poser des questions et il y a une question que je voulais vous poser pour vous faire comprendre un petit peu le contexte. Cette question, vous n'allez pas pouvoir me répondre en live, mais j'aimerais juste que vous puissiez y répondre dans votre tête et y réfléchir. C'est que si avec votre voiture, vous roulez à 200 km/h, est-ce que vous allez consommer plus d'essence que quand vous roulez à 50 km/h? Alors évidemment, tout le monde est en train de se dire, bah oui, c'est logique. Si on roule à 200 km/h, on va consommer évidemment au moins 2 fois plus d'essence, voire beaucoup, beaucoup plus. Eh bien, disons pour la PMA et notamment les FIV, c'est un petit peu la même chose. Si votre corps est poussé à produire 2 fois plus, 3 fois plus, 5 fois plus, parfois 10 fois plus d'ovocytes que ce qu'il est censé faire habituellement, est-ce que vous pensez que vous allez consommer plus de ressources pour le faire? Alors, la réponse, on l'a pas, en réalité, parce qu'il n'y a pas vraiment d'études sur la question, mais en toute logique, on peut se dire, bah, évidemment, si on est programmé pour produire 2 ovocytes et qu'on va pousser avec un traitement qui est au-dessus de notre physiologie pour avoir un nombre plus important d'ovocytes, probablement vous allez consommer aussi plus de ressources pour obtenir ces 4 ou 5 ou 10 ou parfois 20 ovocytes. Donc, c'est exactement le sujet d'aujourd'hui, c'est comment on va amener des ressources suffisantes pour que votre organisme puisse soutenir ce phénomène de production intense d'ovocytes et le soutenir sans diluer la qualité. Parce que produire des ovocytes, ce n'est pas la seule chose qui est intéressante sur un protocole de PMA. Ce qui est vraiment important, c'est que vous puissiez produire des ovocytes de qualité, que ces ovocytes puissent être fécondés, que ces ovocytes fécondés puissent donner naissance à des embryons qui vont pouvoir se développer, s'implanter et continuer leur croissance en fait dans votre utérus. Donc, comment on va faire ça? Donc, globalement, l'objectif, c'est de vous dire que si vous produisez plus, apportez plus de ressources et essayez surtout de diminuer les freins. Parce qu'en fait, nous, on vous parle d'optimiser votre PMA, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des choses qui peuvent freiner, qui peuvent entraver un petit peu un protocole de PMA, et que ces choses-là, évidemment, il faut soit les diminuer, soit diminuer leurs conséquences. Donc, c'est ce qu'on va apprendre juste maintenant. Je vais vous parler de 3 phases de PMA. Je me suis surtout basée sur les fécondations in vitro. Par contre, ne vous sentez pas forcément désintéressé si vous faites par exemple un protocole d'insémination, parce que finalement, la stimulation, c'est une phase qui reste là. La phase de transfert, elle n'existe pas dans les inséminations, mais par contre, la phase d'implantation, elle existe aussi.
Donc, sentez-vous complètement intégré à ce protocole. Pareil pour la phase de FIV-DO, il y a une stimulation quand même de l'endomètre, mais pas des ovocytes. Mais ça fonctionne à peu près de la même chose. Donc, voilà, c'est à peu près la même chose. Donc, on peut se sentir impliqué également. Sur toutes les phases. Alors, il y a quand même une chose que je voulais vous dire par rapport à tous ces changements et tout ce dont on va parler maintenant, c'est que le changement doit s'opérer vraiment le plus tôt possible. Je vous disais, sur les réseaux, on a beaucoup de sollicitations, on est toujours très intéressé de partager avec vous, d'échanger, c'est un vrai plaisir, on le fait autant que possible. Et souvent, quand vous venez vers nous, c'est pour nous dire, ben voilà, j'ai mon protocole qui démarre dans 1 semaine ou qui démarre dans 2 semaines, qu'est-ce que je dois faire pour avoir une réussite sur ce protocole. Et nous, on aimerait vous donner toutes les indications possibles. On est toujours obligé de rester un peu sur des généralités parce qu'on ne connaît pas votre propre cas. Mais par contre, ce qu'on aimerait vous dire à ce moment-là, c'est super de nous demander. On est très heureux de vous répondre. Par contre, si vous pouvez le faire, faites la démarche plusieurs mois avant. Parce qu'en réalité, quand vous commencez une démarche de changement de mode de vie 1 semaine ou 2 semaines ou quelques jours avant le début de votre protocole de stimulation, c'est mieux que rien. C'est beaucoup, beaucoup mieux que de ne pas le faire. Par contre, si vous le commencez des mois avant, là, vous allez potentialiser vos chances de réussite. Donc, le plus tôt et le mieux. Si vous avez même un protocole qui est programmé pour septembre, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de délais au niveau de la PMA, saisissez ça comme une chance. Essayez de commencer le plus tôt possible, de changer votre mode de vie et d'influencer justement votre réussite sur votre PMA. Allons-y. Alors, commençons par une phase importante, la stimulation. Pour toutes celles qui ont déjà vécu une fécondation in vitro ou une stimulation un petit peu moins poussée que sur une fécondation in vitro, pardon. Vous savez que cette phase-là n'est pas forcément la phase la plus agréable du protocole. C'est une phase sur laquelle on peut avoir aussi des effets physiologiques embêtants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une stimulation, on va pousser vos ovocytes à maturer, puis on ne va pas pousser un seul ou 2 ovocytes à maturer la plupart du temps. Quand on est sur une fécondation in vitro, on va pousser une maturation de plusieurs ovocytes. Et les ovocytes font partie des plus grosses cellules de notre corps. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour de chacune de nos cellules, on a une membrane graisseuse, une membrane de phospholipides qui est constituée de graisse. Plus les cellules sont grosses, plus cette membrane graisseuse est importante. Et donc, plus les cellules sont grosses, plus elles se nourrissent de graisse. Il y a une chose qui est évidente, c'est que, par exemple, quand on constate des insuffisances ovariennes, on les constate souvent chez des personnes qui ont eu des restrictions lipidiques, des restrictions en graisse très, très importantes. Donc, ne faites jamais cette erreur d'enlever les graisses de votre alimentation. Alors, je ne vous dis pas d'aller manger n'importe quel type de graisse, mais en tout cas, sur une phase de stimulation de vos ovocytes et de stimulation d'une maturation ovocytaire, vous devez avoir une alimentation grasse, entre guillemets, grasse, mais avec des bonnes graisses. Là, la qualité des graisses est hyper importante. On a fait un webinaire il y a à peu près 1 mois en arrière sur le sujet. Je vous conseille de le regarder si vous ne l'avez pas vu. Mais l'idée étant d'avoir une alimentation très riche en oméga 3, assez légère au niveau des oméga 6 et surtout relativement pauvre en graisses saturées. Donc, ce qu'on veut, c'est beaucoup de graisses, mais on veut surtout des graisses de qualité. On veut surtout des oméga 3. On veut surtout des graisses qui vont nous constituer des ovocytes avec des membranes fluides, facilement fécondables et qui vont pouvoir du coup se développer probablement mieux, avec une meilleure qualité. Donc, comme on disait, quand on est sur un protocole de stimulation, vous n'allez pas maturer un ovocyte, vous allez en maturer plusieurs, donc il vous faut plus de ressources. Et là, il faut vraiment, vraiment mettre les bouchées doubles sur les graisses, donc de l'huile de colza, de l'huile de noix, des noix, éventuellement des petits poissons gras, mais je dis bien des petits poissons gras. N'allez pas manger du saumon, n'allez pas manger du thon, ce sont des poissons qui sont très riches en métaux lourds. Les métaux lourds, on va en parler juste après, sont toxiques aussi pour la qualité des ovocytes, pour la qualité de l'endomètre, donc petits poissons éventuellement. Et si jamais, pensez à la complémentation. Pensez à la complémentation en oméga 3, en tout cas sur cette phase de stimulation qui est vraiment essentielle. Dans la phase de stimulation, il y a un autre enjeu, c'est les œstrogènes. Alors ça, pour tous ceux qui ont déjà fait des protocoles, toutes celles qui ont déjà fait des protocoles de stimulation, vous l'avez compris, le risque de la stimulation, c'est de faire trop monter le taux d'œstrogène. Si vous faites trop monter votre taux d'œstrogène,
derrière, vous risquez d'avoir un décalage entre vos oestrogènes et votre progestérone, ce qui peut aussi un tout petit peu péjorer la qualité de votre endomètre et puis l'implantation pour la suite. Donc, on est obligé de pousser en fait les oestrogènes quand on fait une maturation des ovocytes parce que c'est des oestrogènes qui vont faire maturer vos ovocytes. Hein. C'est eux qui vont vraiment pousser ce phénomène de maturation. Par contre, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est dans votre alimentation, avoir une alimentation qui va plutôt être favorable à la production de progestérone pour la suite du protocole plutôt qu'à la production d'œstrogène. Si vous mangez énormément de sucre, énormément de carbohydrates, vous allez pousser vers le haut votre taux d'œstrogène. Et là, donc, non seulement vous allez peut-être augmenter vos chances de faire une hyperstimulation, puis vous allez surtout beaucoup moins préparer votre progestérone. Donc sur la phase de stimulation, il y a une chose qui est importante, manger gras et manger, alors pas non plus pas du tout de carbohydrates, mais manger moins de carbohydrates, moins de sucre, essayez vraiment d'abaisser vos apports, d'aller sur des féculents qui ont des index glycémiques très bas. Alors, je pense notamment dans les choses que j'aime bien conseiller, le riz noir, le riz rouge, le quinoa, c'est des choses qui sont des aliments qui sont très fibreux, qui ont un index glycémique relativement bas. La patate douce aussi, hein, toutes ces choses-là. Donc, essayez vraiment d'aller sur des aliments qui ont un index glycémique, une charge glycémique très très basse et de ne pas pousser sur ces carbohydrates, mais de pousser beaucoup plus sur les graisses et notamment sur les oméga 3. Une autre chose importante, alors la docteure Snetsky en a parlé et je crois que ce sujet-là est tellement essentiel, c'est le sommeil. La qualité des ovocytes est assez sensible à une hormone, un neurotransmetteur en fait, qui est la mélatonine. Je ne suis pas en train de vous dire là qu'il faut vous complémenter ou prendre de la mélatonine pour faire une fécondation in vitro, ce n'est pas le cas. La mélatonine, c'est un neurotransmetteur qu'on est capable de produire, qu'on produit tous les jours. Hein. La production de mélatonine, elle commence en général à 21h tous les soirs et elle se poursuit pendant toute la nuit. Donc on est capable de produire notre mélatonine, on sait faire ça, seulement si vous êtes dérythmé, vous n'allez plus produire correctement votre mélatonine. Alors, l'objectif, quand vous êtes dans un protocole de stimulation, et bien avant le protocole de stimulation, ça va être d'essayer d'augmenter votre mélatonine. Et pour ça, il y a différentes stratégies qui sont importantes. Et il y a des stratégies qui sont contre-productives aussi. Notamment, alors vous voyez là sur l'image, une dame qui regarde sa tablette le soir. Ça, c'est absolument ce qu'il faut éviter. La lumière bleue, hein, la lumière qui est émise par les écrans, donc que ce soit vos smartphones, vos tablettes, vos ordinateurs, est une lumière qui bloque la production de mélatonine. Que vous soyez exposé à cette lumière la journée, ça ne pose pas spécialement de problème. Par contre, à partir de 20h30, 21h, soit vous ne devez plus être exposé du tout, soit vous devez mettre des filtres anti-lumière bleue sur vos appareils, soit vous devez porter des lunettes anti-lumière bleue, mais vous ne devez pas vous exposer comme ça aux appareils, aux lumières des écrans, aux lumières bleues des écrans le soir, au risque justement de retarder d'une part votre production de mélatonine et de diminuer le temps de production de mélatonine. Et ce temps-là de production est essentiel aussi pour la qualité de vos ovocytes. Donc, évitez l'exposition à la lumière bleue le soir. Et la deuxième chose, c'est aussi les boissons stimulantes. Parce que, évidemment, je vous dis, la mélatonine, elle est produite en général à partir de 21h. Ok, ça c'est une généralité qui n'est pas vraie si vous buvez du café à 18h, par exemple. Parce que vous allez plutôt stimuler dans ce cas-là des hormones du dynamisme et vous allez péjorer un petit peu la production de vos hormones de l'endormissement. Donc, évitez les stimulants en fin de journée. L'horaire auquel on arrête les cafés, quand on est vraiment sur un protocole de stimulation, on arrête le café, on arrête le thé à 14h. À 14h, vous buvez votre dernier café, votre dernier thé si c'est vraiment nécessaire, et ensuite, vous n'en prenez plus. Comme ça, vous êtes sûr qu'à 21h, vous pouvez justement produire votre mélatonine dans de bonnes conditions. Alors, l'autre chose aussi, c'est que la mélatonine est stimulée par des lumières plutôt rouges, plutôt oranges. Donc, quand vous êtes à la maison, évitez le soir d'éclairer votre intérieur avec des spots ou des lumières très blanches. Donc, essayez plutôt de vous créer une atmosphère lumineuse avec très très peu de luminosité et plutôt des couleurs rouges ou orangées. Donc, ça peut être une ampoule que vous peignez, par exemple, ou simplement une ampoule que vous allez mettre orange et vous allez créer cette lumière tamisée dans votre intérieur, ce à partir de 20h. Une autre chose, notamment tout ce qui est les activités calmes comme la lecture, la méditation. Alors notamment, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller faire un tour sur le shop de Fertiline, nous on propose des méditations
qui sont axés sur la PMA. Et on a notamment une méditation que j'aime beaucoup qui s'appelle la méditation calme. Et cette méditation, elle est faite justement pour notamment favoriser le retour à un état de calme et favoriser l'endormissement. Donc, évitez les stimulants, favorisez des activités de relaxation. Très tôt, quand vous rentrez chez vous, vers 19h30, 20h, vous commencez à baisser l'intensité lumineuse. Et si vous voulez surproduire de la mélatonine, allez vous coucher tôt. Allez vous coucher tôt. C'est-à-dire que dès que vous commencez à ressentir votre fatigue, vous allez vous coucher et essayer de gagner en temps de sommeil. Tout le temps de sommeil que vous allez pouvoir gagner, c'est vraiment de la qualité ovocytaire que vous allez gagner. Rappelez-vous de ça, vous n'allez pas produire 2 ovocytes comme d'habitude, vous allez en produire 5, vous allez en produire 10, parfois vous allez en produire 25. Donc, est-ce qu'on doit avoir 5 fois plus de repos? Non, mais un petit peu plus, oui, c'est important. Augmentez vos ressources, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Donc, on augmente la mélatonine et on augmente son temps de sommeil si possible. Alors, autre élément important pendant la stimulation, le stress. Il y a vraiment une hormone qui est un poison absolu, non seulement pour les ovocytes, mais aussi pour l'endomètre, et encore plus pour l'endomètre que pour les ovocytes. C'est une hormone qui s'appelle le cortisol. Alors le cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est pas l'hormone du stress aigu, c'est plutôt l'hormone du stress chronique. C'est l'hormone qu'on se met à produire quand on est exposé à un stress pendant des mois et des mois et des mois. Alors ça peut être un stress professionnel, mais ça peut être tout simplement aussi le vécu d'une infertilité, c'est pas toujours quelque chose c'est pas du tout quelque chose de facile d'ailleurs, et donc ça génère clairement une situation de stress. L'objectif, ça va être de diminuer ce cortisol. Alors, quand on parle de ça aux patients, moi, quand je commence à parler à mes patients de stress, ils me disent non, mais attendez, c'est pas possible, je vais pas pouvoir enlever le stress de ma vie. Je sais ça, on peut pas enlever le stress. Moi, je parle souvent du stress comme d'une allergie. Quand vous êtes allergique, par exemple, au pollen, vous n'allez pas pouvoir enlever tous les pollens de la planète. Ce n'est pas possible. Par contre, vous allez pouvoir moduler votre sensibilité. Vous allez pouvoir moduler votre réaction au pollen. Et bien, le stress, c'est pareil. Vous n'allez pas pouvoir enlever le stress de votre environnement. La vie est stressante. La vie génère justement des besoins d'adaptation. Et ça, c'est stressant. Ce stress, vous n'allez pas pouvoir l'enlever. Par contre, vous allez pouvoir diminuer votre réaction au stress. Vous allez pouvoir diminuer votre production de cortisol. Et c'est ça qu'on veut. Parce qu'en fait, que vous soyez stressé ou pas, évidemment, on préférerait que vous ne le soyez pas. Mais ce qu'on ne veut surtout pas dans un protocole de stimulation, c'est avoir une production de cortisol trop intense. Et vous pouvez ressentir un stress sans forcément aller produire du cortisol. Alors, comment on va faire ça? Déjà, il y a un exercice de respiration qu'on utilise beaucoup dans nos programmes, dont je voulais vous parler, qui s'appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est l'exercice de respiration le plus publié en fait, sur le plan scientifique. Il n'y a plus aucun doute sur l'effet de cet exercice. Quand vous faites 3 à 5 minutes de cohérence cardiaque, vous diminuez votre production de cortisol pendant les 4 à 6 heures qui suivent. Vous vous rendez compte à quel point c'est intéressant? Ça veut dire que vous pouvez vivre une FIV ou une PMA en étant dans un climat de stress, mais en évitant quand même une production de cortisol excessive. Par contre, vous l'avez compris, ce n'est pas quelque chose qui va avoir un effet permanent, ça va avoir un effet sur 4 à 6 heures. Ça veut dire que cet exercice-là doit être répété. Il doit être répété toutes les 4 à 6 heures. Vous devez refaire cette respiration qu'est la cohérence cardiaque. Vous avez des applications qui existent. Alors, il y a notamment l'application Respirelax, l'application Cardiasync. Donc, regardez, cohérence cardiaque, c'est très connu. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Il y a des livres entiers aussi qui portent sur la cohérence cardiaque. Je vous conseille vraiment de vous intéresser à cette technique et de la pratiquer pendant tout votre protocole de PMA. C'est 3 minutes, 3 à 4 fois par jour. Franchement, je pense que ça vaut le coup de prendre entre 10 et 15 minutes par jour pour avoir un meilleur potentiel de réussite sur son protocole de FIV. La deuxième chose, c'est aussi un petit peu le conditionnement mental. Je vous disais de diminuer sa sensibilité au stress, c'est important. On peut avoir un stress dans notre environnement et puis finalement y devenir moins sensible, y devenir moins réceptif. Et ça, on peut le faire par le biais de la méditation, de techniques comme l'hypnose thérapeutique aussi. Donc moi, je vous encourage à aller vraiment consulter si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin en hypnose thérapeutique, ou de pratiquer justement des méditations, alors notamment, pourquoi pas, la méditation calme qu'on propose.
Et l'autre chose par rapport au cortisol, c'est qu'on a un minéral quand même dans le corps qui permet d'équilibrer un petit peu la production de cortisol et d'éviter qu'on produise trop de cortisol, c'est le magnésium. Donc si vous manquez de magnésium, vous allez avoir tendance à produire toujours trop de cortisol. Surveillez votre magnésium. Alors c'est quoi les signes d'un manque de magnésium? C'est les paupières qui sautent, les muscles qui sautent, d'être tout le temps nerveux, tout le temps tendu, d'avoir des crampes musculaires. Ça, ce sont des signes cliniques de déficit en magnésium. Et dans ce cas, le minimum, c'est de l'augmenter dans votre alimentation. Donc dans l'alimentation, l'aliment le plus riche en magnésium, c'est le chocolat. Juste une petite parenthèse sur le chocolat. Attention, si vous avez une endométriose, dans ce cas-là, on ne va pas forcément aller vous conseiller de manger du chocolat à outrance. Mais pour toutes les personnes qui n'ont pas d'endométriose, le chocolat, c'est très recommandé. Et pendant ces phases de FIV, c'est absolument parfait. De stimulation, c'est parfait. La banane est un aliment aussi qui est riche en magnésium. Les amandes contiennent beaucoup de magnésium. Donc, augmentez déjà votre magnésium dans l'alimentation. Certaines eaux minérales contiennent du magnésium. Augmentez votre magnésium et vous diminuerez votre cortisol. Donc magnésium, cohérence cardiaque, de la relaxation, du temps pour vous, d'essayer de prendre du recul aussi par rapport aux éléments du quotidien, même si ce n'est pas toujours facile. Donc le stress, ce n'est pas une fatalité, vous n'allez pas pouvoir l'enlever et ne vous mettez pas cet objectif parce que ça va vous stresser davantage. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est d'enlever les conséquences, c'est-à-dire d'éviter la surproduction de cortisol. Dans la phase de stimulation, une chose qui est importante, quand on stimule des ovaires pour avoir une production d'ovocytes augmentée, et bien finalement, on va agir avec des traitements hormonaux et dans notre environnement, on a des substances qu'on appelle les perturbateurs endocriniens qui sont des perturbateurs hormonaux. Alors évidemment, nous, dans nos programmes, on conseille beaucoup de choses sur les perturbateurs endocriniens, mais dans les protocoles de PMA et notamment dans la phase de stimulation, là, il faut absolument faire cet effort de réduire au maximum vos perturbateurs endocriniens, puisque finalement, ce qui pose problème avec ces perturbateurs, c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire c'est le cumul des uns et des autres qui va commencer à créer vraiment beaucoup de perturbations de votre équilibre hormonal. Donc, si jamais sur notre site aussi, on a un guide qui vous aide à réduire vos perturbateurs endocriniens, mais globalement, les réflexes de base, c'est vraiment, quand vous êtes dans votre protocole de FIV, évitez les cosmétiques qui ne sont pas naturels, évitez de vous parfumer avec des parfums qui pourraient contenir des perturbateurs endocriniens. Donc, en l'occurrence, ils en contiennent tous, sauf les parfums bio. Évitez les produits solaires qui ne sont pas bio. Enfin, vous voyez vraiment tout ce côté produits contenant des perturbateurs. Vous avez des applications maintenant qui sont assez efficaces et qui vous permettent de reconnaître des cosmétiques, des traitements cosmétiques sans perturbateurs endocriniens. Attention aux produits ménagers, attention aux produits de vaisselle, attention à votre lessive. En fait, les perturbateurs endocriniens, il y en a absolument partout. Il faut diminuer tous ceux que vous pouvez diminuer. Et il faut le faire encore davantage quand vous êtes dans votre phase de stimulation pour que votre protocole de stimulation vous soit absolument profitable et qu'il n'y ait pas de frein à son fonctionnement. Ça, c'est absolument important. Alors, vous trouvez justement des choses sur notre site, sur fertiline.com, sur les perturbateurs endocriniens. J'en ai fini avec la stimulation, c'était déjà pas mal de choses. Par rapport au transfert, le transfert, c'est un temps très très court en réalité sur un protocole de fécondation in vitro. C'est un temps court, mais c'est un temps important parce qu'en fait, au moment de ce transfert et dans les 48 heures qui suivent, vous allez conditionner une grande partie de la réussite de votre protocole. Et souvent, c'est là qu'on est le plus stressé. Donc, le conseil numéro 1, c'est vraiment gérer le stress au moment du transfert. Là, on a finalement très peu d'études, très peu de publications sur l'alimentation, la FIV. Il y a des petites choses, mais par contre, sur le taux de cortisol et le taux de réussite des fécondations in vitro, là, il y a beaucoup de choses. Et ce qu'on sait, c'est que quand vous stressez sur un protocole de FIV, vous avez beaucoup moins de chances de réussite. Donc, si vous voulez augmenter vos chances, vous devez absolument, pendant la stimulation et au moment du transfert, gérer cette production de cortisol. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire dormir déjà, parce qu'en réalité, à partir du moment où vous dormez moins de 6 heures par 24 heures, vous doublez votre production de cortisol. Donc,
dormez, dormez, dormez. Alors c'est vrai que si je vous dis dormez, ça va peut-être vous stresser, que vous n'allez pas dormir. Donc si vous pensez que ça peut vous stresser, n'écoutez pas ça, trouvez une autre stratégie pour dormir. Mais dormez dans le sens où là, l'idée, ça peut être déjà de respecter votre sommeil. Souvent, vous voyez, on sent qu'on a sommeil vers 21h, 22h, et puis on a des choses à faire. Bah, ces choses-là, faites-les plus tard. Votre protocole de FIV, il est essentiel. C'est une phase d'1 mois. Concentrez-vous là-dessus. Toutes les choses que vous pouvez reporter, reportez-les. Et au moment où vous vous sentez fatigué le soir, allez vous coucher. Parce que, en fait, le sommeil, ça fonctionne avec des trains. Hein. Toutes les 1h30, on a un train du sommeil qui passe, une phase d'endormissement qui va être présente. Et si vous loupez ce train, ben, vous êtes décalé à 1h30 plus tard. Et quand vous allez vous mettre au lit et puis que vous n'arrivez pas à vous endormir tout de suite, ben ça, c'est assez anxiogène, on se sent mal, ça nous fait peur, on commence à paniquer parce qu'on sait qu'il faut dormir. Donc, si vous voulez réussir votre sommeil, réussir votre endormissement, il y a déjà une chose qui est importante. Essayez de ressentir quand vous êtes fatigué. Et quand vous êtes fatigué, tout de suite, allez vous coucher. N'attendez pas. Même si pendant votre protocole de FIV, vous atteignez un temps de sommeil qui est de 10 heures ou même 12 heures par 24 heures, n'ayez pas peur de ça, c'est pas grave, dormez, vraiment dormez. Vous verrez qu'en début de grossesse, c'est un peu le même processus hein, sur les phases d'implantation, de nidation et pendant les 3 premiers mois de grossesse, le besoin en sommeil est intense, respectez ça. C'est 3 mois à l'échelle d'une vie, c'est rien du tout. Donc, c'est pas grave, éloignez un petit peu les sorties pendant un petit moment et puis vraiment, essayez de dormir au maximum. Donc, les méditations, on en revient à ça. Hein, donc, vous verrez aussi, si vous allez voir sur notre site, sur la partie Fertiline Médite, on a aussi des méditations qui sont faites justement pour la phase de stimulation, pour le transfert et puis pour la phase d'implantation et qui sont vraiment très spécifiques à chacune des phases et qui vont pouvoir faire réduire en fait votre taux de stress et puis probablement votre taux de cortisol derrière. La cohérence cardiaque, quand vous êtes au moment du transfert, mais honnêtement, faites de la cohérence cardiaque 5 fois, 6 fois par jour. Allez-y, vraiment, concentrez-vous sur cet exercice. C'est beaucoup plus intéressant que le jus d'ananas ou toute autre astuce que vous pourriez avoir. C'est vraiment le plus essentiel. Le magnésium, on l'a vu, hein, magnésium, cortisol, ça va ensemble. Quand vous surproduisez du cortisol, vous perdez du magnésium. Et moins vous avez de magnésium, plus vous produisez de cortisol. Donc le fait de stresser épuise votre magnésium. Et quand votre magnésium est épuisé, vous stressez plus. Le magnésium, c'est absolument essentiel. Donc des eaux riches en magnésium. Si vous sentez que vous avez des symptômes de carence, une complémentation en magnésium, de qualité, bien sûr, discutez-en avec votre médecin. Je pense que là, c'est aussi un petit peu le rôle du médecin en PMA de pouvoir vous accompagner là-dedans si besoin. Et éventuellement aussi dans nos programmes, on vous conseille clairement tout ça. Donc, surveillez votre cortisol et essayez vraiment d'optimiser votre ressenti du stress pour ne pas avoir un excès de cortisol. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire sur la phase de transfert. On arrive à l'implantation. Alors, l'implantation, c'est la phase qui fait un peu peur. Et puis, surtout, c'est la phase sur laquelle vous êtes en autonomie totale. C'est vrai que vous êtes toujours très, très suivi pendant la phase de stimulation, très encadré pendant le transfert. Et puis, une fois que le transfert a eu lieu, là, c'est probablement les 15 jours les plus longs de votre vie, ou en tout cas de votre année. Donc, c'est important aussi peut-être de mettre des choses en place pour vous rassurer, de mettre des stratégies en place et de faire le maximum aussi pour que les choses s'équilibrent et que l'implantation se passe bien. Donc, ce qui conditionne la réussite de l'implantation, déjà, c'est votre muscle utérin qui s'appelle le myomètre. Donc, votre utérus à l'intérieur, vous avez la peau, entre guillemets, qui est l'endomètre. Et puis, autour, vous avez ce fameux muscle qui se contracte. C'est lui qui va se contracter au moment de l'accouchement pour expulser le bébé. Seulement, quand on est dans la phase d'implantation, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est qu'il se contracte. Parce que s'il se contracte, il risque aussi là, de faire décrocher votre petit embryon qui est en train de s'implanter. Alors, ce muscle utérin, il réagit à quoi ? Alors, vous allez me dire, Virginie, elle est terrible avec son cortisol, elle nous a embêtés avec ça pendant toute la conférence. Ce myomètre, il réagit au niveau de cortisol. Plus votre niveau de cortisol est élevé, plus vous allez avoir une contractilité importante au niveau de votre myomètre. Donc là encore, gérez votre cortisol, de la cohérence cardiaque, vous évitez absolument le café ou alors vous surveillez en tout cas votre consommation de café, c'est-à-dire que vous allez peut-être garder un café par jour
le matin, mais n'allez pas sur une phase d'implantation boire 3 à 4 cafés par jour. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Si vous voulez des boissons stimulantes, ben peut-être favoriser du thé vert qui est quand même 3 fois moins dosé en caféine et en théine, en tout cas en stimulant que le café. Favoriser du thé vert, favorisez-le en début de journée, mais pas de boissons stimulantes à outrance, sans quoi vous allez perdre du magnésium et vous allez faire monter votre niveau de cortisol. Donc, respectez ça et amenez du magnésium et faites de la cohérence cardiaque. Ça, on en a déjà parlé, mais c'est très important sur la phase d'implantation puisque c'est ce qui va vous permettre de maintenir votre myomètre dans un état de calme absolu et c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas que ce muscle se mette à bouger. Ce muscle a des contractions involontaires, c'est comme les muscles digestifs, vous ne pouvez pas contrôler quand ils se contractent ou quand ils ne se contractent pas. Ce muscle se contracte sous l'effet du système nerveux autonome en fait, c'est-à-dire dans des branches de stress et de relaxation. Donc vous devez absolument être pas forcément dans un état de relaxation, mais en tout cas pas dans un état de stress. Alors, une autre chose qui est vraiment très importante pour l'implantation, et ça souvent on a du mal à le comprendre parce qu'aujourd'hui quand on lit les publications, on a l'impression que les antioxydants dans l'alimentation pour la fertilité, c'est que pour les hommes. On vous dit, votre homme, pour son spermogramme, il faut des antioxydants, des antioxydants. C'est vrai, mais attention parce que vous aussi, il vous faut des antioxydants. Et je vais vous expliquer pourquoi il vous en faut et pourquoi il vous en faut massivement, surtout sur la phase d'implantation. La phase d'implantation, c'est une phase pendant laquelle votre endomètre a épaissi et cet endomètre va commencer à se vasculariser, un flux sanguin va se mettre en place et la qualité, l'imprégnation en sang de l'endomètre va vraiment augmenter à ce moment-là. Et il y a un gaz, en fait, donc la doctoresse Meski notamment nous parlait avant de toutes les analyses qui permettent de voir si vous avez une bonne vascularisation ou non. Donc vous voyez, effectivement, c'est très important cette vascularisation. La vascularisation, elle est en lien avec un gaz qui s'appelle le monoxyde d'azote. Alors, ce gaz, quand on entend son nom, ça fait un petit peu peur. En réalité, c'est plutôt un très bon élément. Ce monoxyde d'azote, il est produit par vos vaisseaux sanguins. Et son rôle, son travail dans les vaisseaux sanguins, c'est de permettre justement aux vaisseaux sanguins de se dilater pour laisser passer le sang et d'être souple, de vraiment jouer leur rôle de vaisseaux sanguins. Si vous manquez de production de monoxyde d'azote dans vos vaisseaux, ils vont avoir tendance à se rigidifier, à devenir un petit peu figés, et vous allez diminuer vos capacités de vascularisation. Dans des pathologies comme l'endométriose, on sait qu'il y a des défauts de vascularisation et que là, il faut agir aussi davantage sur ce côté vasculaire. Alors, qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes, le monoxyde d'azote se met à chuter? Donc là aussi, il y a quelques publications intéressantes. Et notamment, on sait que certains phénomènes diminuent le monoxyde d'azote, notamment l'oxydation. Alors, l'oxydation, c'est quoi? En fait, c'est le stress, l'exposition au tabac, l'exposition aux toxiques, l'exposition à l'alcool. Tout ça, ça crée de l'oxydation, ça crée de la rouille. C'est pour ça que je vous ai mis cette image de chêne rouillé. L'oxydation, c'est le vieillissement cellulaire accéléré et cette oxydation va faire plonger votre production de monoxyde d'azote, ce qui fait que finalement, votre endomètre, qui est censé être complètement irrigué quand vous implantez un embryon dedans, il va être un petit peu en asphyxie. Il ne va pas pouvoir irriguer correctement. Enfin, le tissu ne va pas pouvoir s'irriguer correctement. Et donc, l'oxydation, c'est quelque chose qui est extrêmement délétère à la vascularisation. Et à l'inverse, il y a des choses qui sont très positives pour la vascularisation, et c'est donc les antioxydants. C'est un peu l'inverse de l'oxydation. Si vous voulez contrer une oxydation, il va falloir lutter contre cette oxydation et donc soit produire vous-même des antioxydants, soit en amener par le biais de l'alimentation. Alors les antioxydants qui sont aujourd'hui les plus efficaces sur la production de monoxyde d'azote et sur l'oxydation qui est en lien avec les vaisseaux sanguins, c'est ce qu'on appelle les phénols, c'est-à-dire que ce sont les substances colorées. C'est les couleurs que vous allez trouver dans les aliments. Pour ça, je vous ai mis une belle photo de fruits rouges, donc en plus c'est de saison, profitez-en. Plus vous mangez coloré, plus vous allez avoir de phénol. Donc dans cette phase d'implantation, mangez coloré, mangez absolument des assiettes très très colorées. Et les légumes, les fruits les plus colorés possibles. De cette façon, vous allez amener des antioxydants, vous allez amener des antioxydants de type phénolique, des caroténoïdes, de la cryptoxanthine, enfin, ils ont tous des noms un peu barbares, alors je ne vais pas tous vous les dire, mais d'autant plus que vous n'allez pas les retenir. Mais globalement, tout ce qui est coloré dans votre alimentation va permettre d'améliorer la vascularisation. Attention cependant, la plupart de ces molécules sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de graisse pour être assimilées.
Donc là, je vous mets une belle assiette de myrtille et de framboise qui est bourrée de phénol. Par contre, si vous ne mangez pas de graisse avec, vous n'en bénéficiez pas de ces phénols. Donc si vous mangez des myrtilles, mangez peut-être des amandes avec. Ou alors vous faites une compote avec des myrtilles et puis à l'intérieur de cette compote, vous mettez, je ne sais pas, de la graisse de coco, du lait de coco, des choses qui vont justement vous amener des graisses et qui vous permettent d'assimiler correctement les substances phénoliques. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Hein. Si vous mangez beaucoup d'aliments colorés et que vous ne mettez pas de graisse dedans, que vous ne mettez pas de bonne graisse dans vos repas, ben vous diminuez l'absorption de toutes ces substances qui sont si importantes pour la vascularisation. Il y a aussi une autre chose qui est extrêmement délétère à la production de monoxyde d'azote, c'est le cortisol. Encore une fois, le cortisol, c'est une hormone qui fige les vaisseaux sanguins, qui crée de l'hypertension, qui crée des défauts de vascularisation. Donc, soyez encore une fois très, très vigilants à ce cortisol et faites évidemment de la cohérence cardiaque. L'implantation, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est l'équilibre immunitaire. Alors ça, vous le savez, on en entend, enfin, ou pas, hein, on en entend de plus en plus parler de l'immunité implantatoire. Il y a même des examens biologiques qui sont très focalisés sur l'immunité pendant la période d'implantation. En fait, l'immunité, c'est hyper important. C'est presque le phénomène le plus important pour l'implantation parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une grossesse est un phénomène absolument insolite. Hein. Vous avez remarqué, dès qu'on a un virus qui rentre dans le corps ou une bactérie, on le détruit. Notre immunité est faite pour détruire tous les corps étrangers. Et la grossesse, c'est un processus dans lequel vous avez un corps étranger qui se développe. Parce que, enfin, quand je dis un corps étranger, c'est pas votre génétique, donc ça reste quand même un corps étranger qui se développe dans votre propre organisme. C'est-à-dire que pour qu'une grossesse puisse se mettre en place, votre immunité doit la tolérer. Votre immunité doit mettre en place des mécanismes qui, normalement, n'existent pas. Donc, c'est une situation absolument particulière. Il y a des branches immunitaires qui s'occupent de ça, hein, notamment ce qu'on appelle les T-règles, les régulateurs immunitaires, sont des cellules qui vont autoriser l'embryon à s'implanter, qui vont protéger votre embryon pendant qu'il s'implante. Et ces branches immunitaires doivent fonctionner. Seulement, si vous avez d'autres branches immunitaires qui les contrent, qui vont justement abaisser les T-règles, vous risquez d'avoir des défauts d'implantation. Donc l'immunité, c'est absolument essentiel. Je ne peux pas vraiment vous donner de conseils généraux par rapport à l'immunité. Alors ça, on le fait dans nos programmes parce qu'en fait, dans les programmes Fertiline, on vous pose plein de questions. On prend en compte près de 1000 paramètres pour justement scanner un petit peu ce côté immunitaire et essayer de comprendre comment fonctionne votre immunité en temps normal. Et on peut vous orienter sur des conseils parce qu'on comprend comment fonctionne votre immunité. Mais sans comprendre, si on vous donne le mauvais conseil, on risque d'aller dans le mauvais sens aussi. Donc, l'immunité, il faut connaître son profil et c'est vraiment une question d'équilibre. Après, si on veut donner un conseil un petit peu général au niveau de l'immunité, c'est vraiment celui de la vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine qui est équilibrante hein, sur le plan de l'immunité et notamment, on sait que cette vitamine D, si elle est déficitaire, peut mettre à mal justement l'implantation d'un embryon. Donc, la première chose à faire, si vous avez déjà eu des échecs de transfert, c'est peut-être de doser votre vitamine D, de vous assurer qu'elle soit à un bon niveau. Alors, quand on parle d'un bon niveau de vitamine D, c'est un niveau supérieur à 75, voire même supérieur à 100. Donc, ça, c'est plutôt peut-être votre médecin qui va pouvoir en juger. Mais en tout cas, montez votre taux de vitamine D pour vous assurer déjà que ce ne soit pas un facteur de déséquilibre de l'immunité. On a fait un petit peu le tour des conseils justement pour ces phases de stimulation, de transfert et puis d'implantation. Je vous disais au tout début, n'attendez pas d'être devant votre protocole de PMA pour commencer à changer votre mode de vie. En fait, la plupart des éléments qui vont influencer la réussite de votre PMA et d'une fécondation in vitro ou de n'importe quel protocole de PMA sont des éléments chroniques, c'est-à-dire qui sont là depuis longtemps, depuis des années et qui vont mettre probablement des mois à se résoudre. Donc, je vous ai parlé de vascularisation, je vous ai parlé de production de cortisol. Réduire une production de cortisol avec la cohérence cardiaque, ça prend quasiment 3 semaines si on veut vraiment avoir quelque chose d'efficace. Donc, n'attendez pas d'être à 3 jours de votre protocole pour commencer quelque chose. Faites-le vraiment avant. Nous, on vous encourage à faire ce qu'on appelle une phase de préconception, c'est-à-dire à préparer votre terrain 3 à 6 mois avant un protocole.
On est dans une période notamment qui est un petit peu difficile parce qu'aujourd'hui, peut-être que certaines d'entre vous se retrouvent avec des protocoles de PMA qui sont complètement décalés. Alors, je vous encourage à prendre ça comme une opportunité, même si c'est dur, même si on avait envie on aurait envie que ça se passe plus tôt. Prenez ça comme une opportunité pour travailler votre terrain. C'est le moment de travailler votre terrain. Si vous avez votre protocole de PMA qui commence en septembre, c'est absolument idéal. C'est maintenant qu'il faut commencer à travailler votre terrain. L'immunité, par exemple, rééquilibrer une immunité pour qu'elle devienne beaucoup plus favorable à une implantation, c'est minimum 3 semaines et dans l'idéal, c'est 3 mois. Donc ça veut dire que si vous faites 3 mois de préconception, vous arrivez sur votre protocole de PMA avec une immunité qui est beaucoup plus équilibrée que ce que vous aviez au tout début et avec des chances de réussite qui sont largement augmentées. Donc, comme je disais, il y a des choses qui s'équilibrent assez vite, mais la plupart des éléments qui vont être vraiment des éléments déterminants, qui vont faire pencher la balance, sont des éléments chroniques, en fait. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de commencer un protocole de préconception 3 à 6 mois avant la conception. Si certains d'entre vous sont allés déjà un petit peu sur notre site et ont vu nos témoignages, ça fait une année qu'on mène des tests avec des couples de testeurs qui sont vraiment très, très impliqués. Franchement, ils sont absolument admirables. Et ces couples de testeurs, non seulement s'ils sont pris bien à l'avance et aussi ont toujours fait les protocoles à 2. Ça, c'est un deuxième point. Quand vous faites un protocole avec votre conjoint, vous êtes 2 fois plus fort, vous êtes 2 fois plus motivé, vous êtes 2 fois plus impliqué. La conception, c'est un vrai projet. Ce n'est pas un projet solitaire, c'est un projet que vous faites à 2. Donc, même dans le changement de mode de vie, faites-le à 2. Même si votre conjoint a un spermogramme normal, j'ai envie de dire, faites-le à 2. Vraiment, ça me paraît absolument indispensable. Encore une fois, après, c'est toujours mieux de le faire seul que de ne pas le faire. Mais dans l'idéal, faites-le et faites-le à 2. Et le plus tôt possible. Et surtout, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir une attitude personnalisée. Ici, moi, j'ai essayé de vous donner des généralités, des choses qui sont vraies pour tout le monde. C'est le cas, c'est vrai pour tout le monde, ce qu'on a vu là. Par contre, il y a tellement de choses qui vont être personnalisées. Tout ce qui porte sur les carences, sur la résistance à l'insuline, sur l'immunité, sur l'équilibre hormonal, c'est des facteurs sur lesquels on agit, sur lesquels on agit très fortement, par exemple, dans nos programmes. Mais là-dessus, difficile de donner des conseils, dans le sens où vous n'êtes pas pareil qu'une autre personne et que du coup, là, on doit absolument être sur des choses personnalisées parce que, par exemple, si vous êtes en insuffisance ovarienne et que je vous donne les mêmes conseils qu'une personne qui a finalement un profil d'hyperostrogénie, j'aggrave votre insuffisance ovarienne. Vous voyez, et là, on est en train de parler d'alimentation. Donc, avec une alimentation inadaptée, vous pouvez aggraver justement des facteurs de chance et de réussite de votre PMA. D'où l'importance d'avoir des choses qui soient absolument personnalisées. La nutrition de la fertilité, c'est pas de la nutrition classique. C'est pas manger des fruits et des légumes. C'est pas juste manger du bio. C'est vraiment des attitudes qui sont spécifiques, qui vont activer des leviers, sur le plan de l'immunité, qui vont activer des leviers sur le plan de l'équilibre hormonal, sur le plan des carences. Et en fait, c'est vraiment ces leviers-là qui vont permettre de faire pencher la balance du bon côté et de vous permettre de réussir en fait, dans votre démarche. Alors, on va passer rapidement aux questions après, mais je voulais juste vous présenter un petit peu très rapidement ce que vous pouvez faire déjà pour connaître un peu votre profil et avoir quelques réponses sur le plan nutritionnel. On a un site qui s'appelle fertiline.com. Vous voyez le nom jusqu'ici. Je vous conseille d'aller le visiter. Sur ce site, on a un test gratuit qui s'appelle le Fertiline Score, qui est déjà un mini-scan de votre profil sur le plan hormonal, sur le plan des carences. N'hésitez pas à aller faire ce test qui est déjà disponible. Et l'objectif de ce test, c'est de vous indiquer si oui ou non une approche de terrain peut être intéressante pour vous. Si vous allez voir, ça vous donne une araignée. Si votre araignée est très très développée, enfin pas une araignée vraiment, en fait, ça vous donne un polygone, un graphique, un polygone. Si votre polygone est très développé, ça veut dire que vous avez un potentiel au niveau du mode de vie qui est déjà très intéressant. Si votre polygone est tout rétréci, là, ça veut dire que vous avez vraiment, vraiment des choses que vous pouvez améliorer et qui vont être des leviers très importants et que dans ce cas-là, il faut vraiment faire une démarche de terrain sur le plan de votre fertilité. La démarche de terrain, on vous la propose par le biais de programmes qui sont basés sur une intelligence conditionnée. Donc, c'est une intelligence qui est en fait bien plus intelligente
que nous, on l'a conditionné pour prendre en compte en fait plus de 1000 paramètres, les combiner et vous restituer des conseils qui sont personnalisés selon votre profil, selon votre terrain, selon vos objectifs. C'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable aujourd'hui. Moi qui fais de la consultation depuis 15 ans, pour restituer un programme équivalent à ce que fait notre programme Fertiline Concept, il me faudrait entre 6 et 10 consultations. Aujourd'hui, avec le Fertiline Concept, vous avez ça en 30 minutes. Donc, c'est quand même hyper intéressant. C'est un gain de temps énorme. Et quand vous êtes dans un protocole de PMA, s'il y a une chose qu'il faut faire, c'est gagner du temps, clairement. Donc, les Fertiline Concept, les Fertiline Score sont déjà des choses qui sont disponibles sur notre site. Et d'ici 1 mois, on est en train de les développer maintenant. Et alors là, vraiment, ça va être croustillant et très intéressant. On va avoir des programmes d'accompagnement de vos protocoles de PMA, votre profil, des programmes alimentaires type pour que vous puissiez optimiser votre protocole de PMA. Donc, on va prendre en compte votre équilibre hormonal, on va prendre en compte votre équilibre immunitaire. Et là, ce sera vraiment l'optimal pour vous accompagner de façon pertinente et personnalisée. Mais encore une fois, ne vous y prenez pas au moment de la PMA. Souvent, c'est bien avant qu'il faut faire les changements. Alors, on va passer à la séance questions. Il y a juste une dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on va l'annoncer sur nos réseaux pour ceux qui nous suivent. Jeudi prochain, on vous proposera une porte ouverte virtuelle, en fait, c'est-à-dire qu'on fera un webinaire pour vous parler des programmes, pour répondre à toutes vos questions par rapport à nos programmes, par rapport aux produits qu'on a sur le shop, par rapport à notre accompagnement, par rapport à ce qu'on peut vous apporter. Donc, on voulait vraiment vous dédier un moment pour répondre à toutes vos questions et ce sera jeudi prochain. Voilà, on l'annoncera sur nos réseaux. Alors, pour finir, ça c'est une slide qu'on aime beaucoup parce qu'en fait notre objectif pour Fertiline c'est un peu une histoire de cœur pour Adva et moi. C'est ce qui nous a réunis sur ce projet, l'envie d'aider des couples. On a vraiment du mal avec cette injustice, avec le fait que ce soit très facile pour les uns et puis un vrai parcours du combattant pour les autres d'avoir des enfants. C'est vraiment quelque chose qui est poignant et qu'on n'accepte pas. On aimerait renverser cette balance et agir très favorablement sur la fertilité de tous, sur votre fertilité. Mais on a envie d'aller plus loin et vraiment d'agir sur la fertilité d'une population entière. Aujourd'hui, Fertiline, c'est un petit projet qui est en train de grandir et qui grandit vite. Et on espère pouvoir vous accompagner, vous, mais aussi accompagner plein de couples et aller plutôt vers le soleil que vers les nuages, c'est-à-dire vraiment vers une population et des générations fertiles, parce que quand vous agissez sur votre fertilité, ce qu'il faut savoir, c'est que vous agissez sur la fertilité de vos enfants et de vos petits-enfants aussi. Voilà, donc je ferme cette parenthèse et puis on va vous laisser maintenant la parole pour vos questions. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et puis on est tout à vous pour répondre à vos questions. Alors, en fait, c'est moi qui vais m'occuper, comme je n'ai pas beaucoup parlé, je vais m'occuper de poser les questions et puis je vais voir si c'est des questions qui sont plus orientées pour Virginie ou plus orientées pour Zineb. Et puis, comme ça, chacune répondra selon. Alors, on va essayer aussi de répondre surtout à des questions qui sont générales parce que c'est vrai que vous avez toutes des cas différents. Pour des cas spécifiques, on vous invitera plutôt à répondre par email. Là, on va vraiment plutôt s'occuper de choses qui peuvent intéresser tout le monde parce que sinon, on y passerait des heures. Là, on m'a donné l'ordre d'arrêter à 19h15 et il est déjà à 19h19. Donc, on se prend encore 15 minutes pour les questions et réponses. On fait ça? Oui, d'accord, super. Alors, on se prend 15 minutes, donc on va essayer d'aborder des choses qui intéressent tout le monde. Alors, comment aborder la question de l'immunité avec son médecin de PMA lorsqu'il rejette le sujet ou soutient que cela n'a aucun impact sur la fertilité? Alors, je pense que ça peut être intéressant de répondre des deux côtés. D'un côté, du côté du médecin, et d'un côté, du côté quelqu'un qui soutient ça. Qu'est-ce que vous répondez, Zineb? Alors, je réponds, on a dit qu'on se tutoyait, mais c'est difficile, voilà. Oui, non, bien sûr, se tutoyer. Alors, c'est difficile, bien sûr, de parler de nos confrères. Hein. Chacun, j'imagine que si
le médecin a décidé de ne pas parler de ce sujet-là, c'est peut-être qu'il n'a pas vu l'indication adéquate. Maintenant, bien sûr que si le patient pense que c'est quelque chose d'important et qu'il va vraiment apporter quelque chose dans son traitement, surtout que si beaucoup d'examens ont été faits et on a laissé un petit peu l'immunité de côté, il faudrait, moi je conseillerais à la patiente d'insister parce qu'on a vu effectivement que l'immunité c'est quelque chose de très important. C'est important du point de vue médical, c'est-à-dire pas seulement augmenter l'immunité pour améliorer l'implantation et puis améliorer la santé en général, mais surtout aussi au niveau cellulaire. On a vu qu'il y a des lymphocytes qu'on appelle les natural killers qui parfois détectent l'embryon, les cellules de l'embryon, comme étant des cellules totalement étrangères à notre corps. Et donc ça va forcément augmenter ce qu'on appelle les échecs d'implantation. Donc, et je ne connais pas le cas de la patiente en entier, mais c'est vrai qu'il faut essayer d'aborder ça avec son médecin ou alors essayer de trouver quelqu'un d'autre, une autre alternative pour aborder le sujet parce qu'effectivement, c'est très important. Je pense que Virginie est d'accord avec moi. Oui, je crois que pour répondre à cette dame, je crois que vous avez raison de vous battre sur le sujet parce que l'immunité, c'est un vrai sujet dans la fertilité. Hein. Donc, les natural killers, on a aussi aujourd'hui des moyens de mesurer l'immunité endométriale. C'est pas forcément la seule chose qu'il faut faire. Déjà, rien qu'en se basant sur votre expérience, sur votre vécu, est-ce qu'il y a d'autres problématiques immunitaires? Est-ce qu'il y a des allergies? Est-ce qu'il y a des infections à répétition? Ça peut vraiment donner des pistes. Et quand il y a plusieurs échecs d'implantation, oui, je crois qu'il faut aller scanner ce côté immunitaire, que c'est absolument essentiel. Et vous avez raison de vouloir le faire. Si ça n'aboutit pas avec votre médecin, je crois que Zined a dit quelque chose de très intéressant là-dessus, c'est que vous devez avoir confiance en votre médecin. Vous devez lui faire confiance. Si votre médecin actuel ne vous inspire pas confiance et que vous n'arrivez pas justement à obtenir des choses qui vous mettent en confiance, c'est peut-être important de changer de médecin et peut-être que ça aussi, ça optimisera vos facteurs de réussite, clairement. Oui, exactement. Alors, je regarde par rapport aux questions. Bon, là, il y a une question qui est spécifique, mais ça peut être quand même intéressant parce qu'il y a l'endométriose est quelque chose qui intéresse beaucoup. Bonsoir, j'ai un lupus et une endométriose. Y a-t-il des aliments ou vitamines sur lesquels je devrais me pencher afin de maximiser mes chances de FIV? Alors, je pense que est-ce que on laisse peut-être Virginie là par rapport à ça et puis après. Oui, si j'ai quelque chose à rajouter, voilà. je rajouterai, mais c'est vrai que c'est plutôt Virginie qui parlerait plus un peu de l'alimentation, ce qui intéresse la patiente. Alors le lupus, c'est une problématique auto-immune. L'endométriose, c'est un point d'interrogation, en fait, parce qu'on ne sait pas vraiment d'où vient cette pathologie. Et d'ailleurs, il y a des suspicions d'auto-immunité sur l'endométriose. On voit, il y a beaucoup de publications qui ont montré que dans l'endométriose, particulièrement, le système immunitaire se comporte de façon assez bizarre. Donc, si vous avez ces deux problématiques, je crois que la base, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment fonctionne votre immunité. Après, il y a quand même des molécules qui ont un effet sur les deux choses et qui seraient peut-être intéressantes. Donc, il y a notamment la curcumine qui est intéressante pour l'endométriose et pour le lupus aussi, et le sulforaphane qui est un élément qu'on trouve dans le brocoli. Et là, pareil, il y a des publications qui sont intéressantes sur l'endométriose et qui sont intéressantes sur toutes les problématiques auto-immunes et inflammatoires. Donc, je vous conseille peut-être de vous intéresser à ces deux molécules. La vitamine D, c'est une vitamine de régulation immunitaire, il faut y penser. Les probiotiques aussi, hein. Clairement, là, dès qu'on parle d'immunité, on parle de flore intestinale. Est-ce que vous avez des troubles digestifs? Si c'est le cas, pensez aux probiotiques, vraiment. Donc, je crois que c'est plutôt ça le conseil. Je ne sais pas, Zined, si vous avez si tu as d'autres choses à rajouter. Oui, non, c'est vrai, effectivement, il faut vraiment penser aux probiotiques. D'ailleurs, nous, on indique souvent des probiotiques chez nos patientes. Il y a différents types de probiotiques et différents probiotiques aussi à adapter à différents types de patients. Donc, il faut vraiment choisir aussi en fonction du profil de la patiente. Et voilà, aussi, d'où l'intérêt de faire vraiment un examen de base très, très complet. Nous, on inclut par exemple la vitamine D
le dosage de la vitamine D dans tous nos examens de base et parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très important. Et l'endométriose, à part que le mécanisme exact n'est pas encore connu, le diagnostic aussi est très difficile à faire. On se base surtout sur la clinique de la patiente. Donc c'est vraiment difficile à arriver à diagnostiquer l'endométriose. Et dans tous les cas, l'alimentation peut toujours aider. On a vu effectivement des cas de patientes avec des endométrioses, avec une symptomatologie très poussée, comme des douleurs atroces, des irrégularités, des règles très abondantes. Et seulement en changeant l'hygiène de vie, ces symptômes-là se sont améliorés. Et d'ailleurs, entre guillemets, on lance un cycle de 4 conférences qui vont suivre et la prochaine sera sur la thématique, non pas de l'endométriose, pardon, ce sera les ovaires polykystiques. Les ovaires polykystiques. On abordera dans ces 4 conférences la thématique de l'endométriose avec le point de vue médical et puis aussi le point de vue du mode de vie. Donc ça, je pense que c'est très intéressant pour toutes les personnes qui sont dans cette configuration d'endométriose. Oui. Alors, je continue. Donc, je voulais savoir ce que vous pensez du gène MTHFR dans l'infertilité, car les médecins ne sont pas toujours d'accord pour dire qu'il est important de vérifier si ce gène a un réel impact sur la fertilité. Alors, je vous laisse y répondre. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est ici en Espagne, par exemple, c'est quelque chose qu'on demande, qui fait partie de l'étude de la thrombophilie, car c'est un gène, effectivement, qui peut avoir une influence sur l'acide folique et aussi sur une bonne vascularisation, une bonne circulation sanguine. Alors, en Espagne, c'est quelque chose d'assez fréquent. Je sais que certaines mutations génétiques vont dépendre voilà, de la géographie, de tout le… voilà, par exemple, le pourtour méditerranéen est une situation géographique propice à une mutation de ce gène-là. C'est pour ça qu'en Espagne, on a tendance à le demander quasiment systématiquement lors d'une étude de thrombophilie. Et on essaie aussi d'appliquer ça en France, vu qu'il y a quand même une grande partie de la France qui est vers la Méditerranée, mais surtout qu'il y a énormément de mélanges. Là, on ne peut plus vraiment parler seulement d'une situation géographique, mais aussi de tous ces mélanges, de tous ces métissages qui ont eu lieu. Et forcément, ce gène n'a plus vraiment une importance géographique. Ça s'est vraiment étendu. Et je pense que c'est vraiment important de l'inclure dans l'étude de la thrombophilie. On a vu vraiment une amélioration du taux d'implantation lorsqu'on a détecté cette mutation et qu'on a fait donc un apport en vitamine B et en acide folique. Donc voilà, c'est des compléments alimentaires, mais qu'on peut aussi peut-être améliorer par l'alimentation. Je ne sais pas si Virginie… Alors en fait, la mutation MTHFR, c'est un sujet effectivement qui est de plus en plus publié et recherché en fertilité. Il y a même une étude sur un assez grand nombre de populations, sur environ 400 patients en infertilité, hommes et femmes en situation d'infertilité, qui a montré que 84% de ces patients ont une mutation sur le gène MTHFR. Alors, il y a 2 types de mutations qui existent en réalité, mais je veux dire qu'en réalité, ces patients, donc si c'est votre cas, que vous avez des mutations MTHFR, ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser correctement une vitamine B9 classique, qu'il faut passer sur de la vitamine B9 sous des formes méthylées. Et c'est vrai que, par exemple, dans les programmes, nous, on conseille même quasiment jamais de B9 classique. On va tout de suite aller sur de la méthylée parce qu'on se dit que si 84% de la population en situation d'infertilité ne peut pas méthyler, il faut amener directement les vitamines activées. En fait, le gène MTHFR, il sert à activer finalement la vitamine B9, il sert à la faire passer de sa forme inactive à sa forme active. Et si ce gène est muté, il fonctionne moins et du coup, on utilise moins la vitamine B9. Alors, c'est sûr que si on en donne plus, on va créer une balance positive, mais l'idéal, c'est d'en donner dans la bonne forme, c'est-à-dire dans une forme qui est directement active, directement efficace.
Et effectivement, la méthylation sert aussi à tout, comme vous le disiez, hein, à tout ce qui est thrombophilie, donc vraiment à tout cet aspect vascularisation, mais aussi à la division cellulaire. Donc elle est essentielle pour les femmes, et au-delà de ça, elle est essentielle pour les hommes, parce qu'en fait, ce MTHFR, on devrait le doser chez l'homme aussi, puisque si finalement il y a une mutation MTHFR chez l'homme, les capacités de division cellulaire, elles sont aussi altérées. Et ce qui pourrait probablement, on imagine, altérer la qualité de l'embryon. Et je crois que de plus en plus, il y aura des études sur ce MTHFR et la fertilité. Mais ces études, elles sont récentes. Celle dont je parle, elle date de 2019. Donc, c'est vraiment, vraiment hyper récent. Et je crois qu'il y en aura de plus en plus, effectivement. Alors, il y a 2-3 questions qui sont plus focalisées. Alors, PMA, et puis c'est des réponses vraiment plus individuelles. Alors, je vais essayer de comme... là, il y a une personne qui demande, il y a un an, j'ai fait plein d'examens cardiaques, immunitaires, hormonaux, sanguins, seins, etc. Est-ce que je dois les refaire? Alors, c'est plus spécifique à un protocole de PMA. Oui. Je vous laisse. Alors, je me permets de répondre. Effectivement, chaque clinique aussi a ses protocoles. Alors ici, en général, nous acceptons les analyses jusqu'à 1 an. Alors, si elles datent d'1 an maximum, nous acceptons ces analyses. Sinon, c'est vrai qu'il y a d'autres analyses qu'on aimerait actualiser et refaire lorsqu'il y a une période un peu plus longue qui est passée. Donc, ça sera en fonction de la clinique. Mais en général, les examens faits dans la dernière année sont acceptés, en général dans la plupart des cliniques. Là, il y a une question. J'ai une ponction ce matin déclenchée au décapeptyle mardi soir. À l'échographie de mardi, j'avais 17 follicules entre 15 et 21 mm. La ponction n'a donné que 7 ovocytes. Pourriez-vous m'expliquer ce déclin? PS, cause infertilité inexpliquée. Pour mes 2 autres fibres, j'avais presque autant de follicules que d'ovocytes. Comment y a-t-il en fait un déclin entre le nombre de follicules vus et puis les ovocytes prélevés? Oui, alors je vais y répondre. J'imagine que c'est un peu plus spécialisé en PMA. Alors, bon, c'est vrai que j'aurais besoin de beaucoup plus d'informations sur la patiente, à savoir son âge, voir ses examens, etc. Mais ce que je peux dire en général, c'est que oui, il peut y avoir une différence entre le nombre de follicules et le nombre d'ovules obtenus. Alors, premièrement, la taille des follicules, c'est très important. Un follicule peut potentiellement avoir un ovule dans son intérieur lorsqu'il a une taille minimum de 16, mais cela dépend de chaque patiente. Alors, 16 mm, pardon. Alors, s'il y a des femmes qui ont des follicules de 18 mm et pourtant on n'arrive pas à trouver d'ovules le jour où on fait la ponction. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on va apprendre au fur et à mesure des traitements. Le premier traitement, ça va toujours être un peu difficile de bien connaître la patiente. On va commencer à apprendre à la connaître au fur et à mesure des traitements. Malheureusement, c'est vrai que ça peut sembler un peu long et un peu compliqué pour la patiente psychologiquement et aussi économiquement parce qu'il faut quand même avoir les moyens de réaliser plusieurs traitements. Mais lors de la première stimulation, on ne va jamais vraiment savoir comment va réagir le corps de la patiente. Non, c'est sa 3e, je crois, stimulation. Voilà. Et les 2 premières, il n'y avait pas eu de souci, justement. C'est ça, je pense, qui est assez curieux et qui l'intrigue. Ce qui l'intrigue, c'est cette différence. Alors, il faut bien sûr aussi chercher tous les facteurs dont vous avez parlé, Virginie, c'est-à-dire est-ce que durant cette 3e stimulation, est-ce qu'il y a eu plus de stress? Est-ce qu'il y a eu un changement du rythme de travail ou du rythme de vie en général, le sommeil? Est-ce qu'il y a eu un changement de l'alimentation? Et il y a aussi la partie médicale, c'est-à-dire est-ce que ça a été le même médecin qui a fait le suivi, qui a bien mesuré les follicules durant toutes les échographies? Ça, c'est très important. Tous les médecins ne mesurent pas de la même façon et peut-être que le médecin qui a mesuré un follicule de 21, ce follicule réellement mesurait un petit peu moins ou un petit peu plus. Alors, dans ce cas-là, vous m'avez dit que les follicules étaient entre 15 et 21. Alors déjà, les follicules de 15,
ne vont pas, c'est-à-dire il n'y aura pas une grande probabilité d'avoir un ovule dans ces follicules de 15. Si la plupart des follicules mesuraient 15, alors cela explique un petit peu le résultat. Mais au-delà de 16, voire même 18, moi j'arrive toujours je donne toujours un petit peu plus de marge à partir de 18 millimètres. Ces follicules devraient en théorie avoir un ovule. Mais voilà, il va falloir chercher un petit peu tous ces changements d'habitude, de voir pourquoi est-ce que cette fois-ci aussi le changement peut-être des médicaments, du protocole de stimulation. Et on sait aussi que là, le stress, l'alimentation va aussi influencer l'absorption de ces médicaments. Si on utilise un protocole de stimulation différent, alors les récepteurs à ces hormones vont aussi réagir de manière différente. Et il y a certains facteurs qu'on peut apporter, qu'on peut améliorer pour une meilleure réponse à la stimulation. Alors, je vois encore 3 questions, je vais en prendre 2 et puis je vous propose que pour les autres questions, de toute façon, on va laisser nos contacts. Je pense que on a proposé, on va vous faire un email pour vous donner de suivi. Et si vous voulez nous poser des questions, on sera toujours très content de vous répondre. Quelqu'un posait une question et je trouve ça très intéressant comme question, c'est à partir du transfert, mon médecin interdit tous les sports, tout effort et les relations sexuelles jusqu'à la fin du premier trimestre. Qu'en pensez-vous? Alors, je propose de d'abord demander à Zineb ce que vous en dites et puis nous, on va vous donner notre idée là-dessus. Oui. Oui, merci Alba. Alors, j'en ai un petit peu parlé lors de ma présentation. C'est vrai qu'avant, on conseillait souvent un repos absolu dès le jour du transfert. Ça, c'est un petit peu la vieille école, hein. Là, on essaie plutôt de dire aux patients qu'il ne faut pas trop modifier son rythme de vie, surtout si on a suivi un petit peu les conseils de Virginie, on a consulté avant de commencer le traitement de PMA et qu'on a commencé à améliorer son cycle de sommeil, améliorer son alimentation. Donc après le transfert, il faut bien sûr ne pas faire de changements brusques, faire un repos au lit. Alors ça a été scientifiquement prouvé que ça n'améliorerait absolument pas les résultats. Il faut plutôt avoir une activité. Bien sûr, ne pas se mettre à faire du saut en parachute, mais voilà, il faut toujours avoir du bon sens et surtout ne pas prendre les choses au pied de la lettre, faire un repos absolu. Ce n'est pas une maladie, c'est tout simplement essayer d'avoir un enfant. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Alors c'est vrai que tu voulais… Non, non, vas-y. Non, excuse-moi. En fait, il y a même certaines publications qui vont dans le sens… Je prends l'exemple, par exemple, des relations sexuelles. Là, on entend de tout. Alors, moi, je pars du principe qu'il faut quand même suivre les recommandations de votre médecin. Je n'irai jamais contre une recommandation médicale. Ça reste une recommandation médicale et probablement qu'elle est adaptée à votre profil. Mais en ce qui concerne, s'il n'y a pas vraiment de recommandation médicale, en ce qui concerne les relations sexuelles, il y a quand même plusieurs études qui ont montré que le liquide séminal, donc vraiment le liquide du sperme, a une action sur la tolérance immunitaire. C'est-à-dire que ce liquide séminal augmente la tolérance immunitaire et augmente du coup la facilité d'implantation d'un embryon. Donc on pourrait tout à fait se dire que des rapports sur la phase d'implantation pourraient presque être plus bénéfiques que délétères. Et également par rapport à l'activité, moi je trouve que le repos total a même un côté très dangereux parce qu'en réalité vous diminuez votre capacité vasculaire. On disait cet utérus, pour accueillir votre embryon, il doit être vascularisé, il faut qu'il y ait du sang qui pulse dedans. Quand vous marchez, vous faites pulser du sang dans votre utérus aussi. Quand vous bougez, vous faites pulser du sang dans votre utérus. Alors évidemment, comme le dit Zineb, on ne va pas aller faire du trampoline, on ne va pas aller faire du saut, des choses complètement anarchiques. Par contre, on va marcher, on va s'activer, on va éventuellement faire du fertility yoga, pourquoi pas, mais alors là, avec justement un professeur qui vous oriente sur les postures qu'il faut faire et les postures qu'il ne faut surtout pas faire, parce que quand on est en phase d'implantation, on ne fait pas de torsion, de ce genre de choses. Mais par contre, moi, je vous conseille fortement de bouger, de boire et de vasculariser votre utérus aussi avec le mouvement, ça, clairement. Et là, je propose une dernière question.
parce que là, sinon, on va me taper sur les doigts. Alors, la gynécologue de PMA ne veut pas que je continue mes compléments alimentaires alors que ça m'aide pour mon cycle, étant SOPK, et que est-ce que je devrais lui demander de les reprendre alors que vous les conseillez justement? Alors, qu'est-ce qu'on fait justement si on a l'impression que ça nous aide, mais que le gynécologue veut pas? C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Je pense qu'on a un peu répondu à la question, mais voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux commencer, Virginie, ou je commence. Alors, déjà, ce qui est difficile pour la réponse, c'est qu'on ne sait pas quels sont les compléments alimentaires. Par exemple, il y a certains compléments alimentaires comme le gâtillier, qui est une plante qui perturbe, qui rééquilibre, hein, si vous voulez, le contexte hormonal. Par contre, qui est une plante purement contre-indiquée sur les protocoles de PMA. Si c'est de ça qu'on parle, du gâtillier, je comprends tout à fait que le gynécologue ne s'engage pas sur le terrain et qu'il vous demande d'arrêter le gâtillier ou le complément alimentaire qui est à base de gâtillier. Il y a certaines molécules qui n'ont pas fait l'objet d'études pendant la grossesse non plus et qui peuvent être, on ne sait pas, hein, mais qui pourraient peut-être être potentiellement délétères. Nous, on conseille des compléments alimentaires, par contre, on les conseille vraiment sur des phases spécifiques et on maîtrise très bien le sujet. Moi, ça fait 15 ans que je suis formatrice en phytothérapie, en micronutrition, donc autant vous dire que je connais bien les contre-indications, les interactions des compléments. Et qu'un complément alimentaire n'est pas non plus anodin, hein. C'est pas juste une... Alors, on a la réponse et c'est en fait des oméga 3. Et là... alors les oméga 3, allez-y, vraiment, enfin, aujourd'hui, il y a des espèces de craintes, hein, par rapport aux oméga 3 qui peuvent venir de plusieurs choses. Déjà, la qualité des oméga 3. Prendre des oméga 3, c'est tout à fait OK. Par contre, les oméga 3, il existe des critères de qualité. Nous, les oméga 3 qu'on utilise, notamment la gamme Nutrine qu'on conseille dans les programmes, ce sont des oméga 3 qui sont labellisés. Labellisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont garantis non oxydés, parce que si vous prenez un oméga 3 oxydé, vous êtes oxydant, c'est-à-dire que vous allez aggraver, vous allez être délétère à la qualité en fait, de votre endomètre. Donc, attention au type d'oméga 3 que vous utilisez. Si vous vous surchargez en oméga 3 de mauvaise qualité, vous risquez d'avoir un mauvais résultat et d'augmenter votre niveau d'oxydation. Alors là, soit vous êtes face à un médecin qui est vraiment très connaisseur et qui a repéré que vos oméga 3 n'étaient peut-être pas de bonne qualité, mais dans ce cas-là, il suffit peut-être d'aller sur des oméga 3 de très bonne qualité. Soit vous êtes face à un médecin qui peut-être ne connaît pas les oméga 3 et a peur de l'aspect vasculaire. On a tendance encore à penser que les oméga 3 peuvent fluidifier le sang, créer des hémorragies pendant la ponction ou des choses comme ça. Ce n'est pas le cas en réalité. Il faut vraiment monter à des doses énormes qu'on n'atteint jamais, hein, au niveau des oméga 3 pour que ça puisse créer une hémorragie sur une ponction. Mais on peut comprendre qu'il y ait des peurs. Donc, dans ce cas, moi, ce que je conseillerais, c'est peut-être d'en discuter avec votre médecin, de lui demander pourquoi il vous donne cette recommandation et peut-être de contourner le problème. En tout cas, de mon point de vue, des oméga 3 de qualité sur un protocole de PMA, c'est plus qu'indiqué, clairement. Alors, je ne sais pas, Zinette, si vous voulez répondre. Alors, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec toi, Virginie. Alors, la plupart du temps, lorsque les gynécologues ou lorsque les médecins en général déconseillent un complément alimentaire, c'est par, je ne vais pas dire ignorance, mais voilà, parce qu'on ne connaît pas exactement l'effet de ces médicaments. Donc, il faut soit passer par un spécialiste comme Virginie qui sait vraiment de quoi elle parle et qui va savoir aussi surtout ces compléments alimentaires, quels vont être les effets sur un traitement de PMA, la relation entre voilà, les aliments et la PMA. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de plantes, surtout quand il s'agit de plantes qui n'ont pas fait l'objet d'études et dont on ne connaît pas vraiment les effets secondaires, surtout au niveau de l'utérus, par exemple des contractions utérines, d'un effet anti-inflammatoire. On va vraiment essayer, voilà, le gynécologue va essayer d'éviter tout ça. C'est-à-dire devant le moindre doute, il va plutôt éliminer que autoriser à les prendre. Donc, c'est vraiment ça l'attitude. Et ce que je vous conseille, voilà, c'est vraiment d'amener vos compléments pour que le médecin puisse les voir, puisse lire aussi la liste des ingrédients, le prospectus, voir de quoi il s'agit. Et ensuite, voilà, de consulter un spécialiste ou
voilà, le médecin va pouvoir faire au moins une recherche et voir si ce complément a fait l'objet d'une étude et éventuellement vous autoriser à le prendre ou vous le contre-indiquer. Alors, on reçoit encore des questions, mais je propose qu'on dise aux gens, voilà, si vous voulez nous poser des questions, alors si c'est des questions plus orientées PMA, alors directement à IVF, à Zineb. Oui, si c'est des questions plus orientées vitamines, mode de vie, à Fertiline, on sera toujours heureuse de vous répondre. Et puis, on pourra aussi répondre à vos questions la semaine prochaine dans notre webinaire et puis dans les autres webinaires qu'on fera sur ces pathologies spécifiques. Donc, endométriose, on avait dit d'abord SOPK, endométriose. On va aborder aussi l'infertilité inexpliquée parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup et il y a quand même des choses à faire aussi. Et puis l'insuffisance ovarienne. Et l'insuffisance ovarienne, voilà, c'est les 4 choses que vous voulez aborder. Voilà. Alors, merci beaucoup. Très bien. Merci à tous. Merci à IVF pour cette invitation. Merci à tous ceux qui ont participé. J'espère sincèrement que vous avez eu des réponses à vos questions. Et puis, on reste disponible sur notre formulaire de contact, sur les réseaux. Enfin, voilà. N'hésitez pas, on est toujours très contents d'échanger avec vous. Merci à vous. Et voilà, j'espère qu'effectivement, cela a été profitable pour nos participants. Et voilà, je serais ravie de revenir quand vous voulez pour parler du côté médical. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.